Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un homme de l'ombre, un compositeur dont les mélodies ont ensoleillé le cœur de plusieurs générations. Vous aimez la vie à la folie, comme Serge Lama l'a chanté sur vos notes. Vous le démontrez dans un album dont le titre « Je vis encore » ne justifie pas seulement votre présence au micro aujourd'hui à Sud Radio. Bonjour Yves Gilbert. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on connaît vos chansons, on connaît moins l'homme, et on va l'évoquer, c'est le principe des clés d'une vie, à l'occasion de la sortie de cet album de chansons, Oui, Je vis encore. Il y a longtemps que vous n'aviez pas chanté, donc on va le raconter tout à l'heure, et on va évoquer votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie, et la première, c'est votre première télévision, le 3 janvier 1965, avec cette chanson. Par Yves et Patricia, Discorama avec Denise Glaser. Exactement, oui, dis donc. Formidable ça. Vous vous souvenez de cette chanson? Je me souviens, oui. Dès que tu me tournes le dos, oui. En fait, vous à l'époque... Avec Patricia qui est devenue chez Yesh Patti. Et plus tard, oui. Mais c'est à l'époque, votre femme, elle est danseuse, et vous avez enregistré un duo, et c'est votre première télévision, et Denise Glaser, c'était pas évident comme télévision. Et non, c'est pas évident parce que tout le monde passait là. Il fallait faire des choses qu'on ne connaissait pas encore. C'était la première fois. La première télévision, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas exactement la caméra, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rire, est-ce qu'il faut sourire, est-ce qu'il faut... Bon. Enfin, ça s'est bien passé, je crois. Elle était très intimidante, Denise Glaser, je crois. Oui, parce qu'elle posait des questions un peu sournoises. Oui. Et ce qui n'est pas le cas dans les clés d'une vie où on se contente d'écouter votre parcours. Mais en fait, au départ, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle ne voulait pas passer à l'antenne. Elle était off pendant les premières années de Discorama parce qu'elle se trouvait laide. Et finalement, ils l'ont convaincue d'être à l'antenne et elle a inventé ces silences dans les interviews. Ah, d'accord. Alors, il se trouve que, je ne sais pas si vous le savez, mais Gainsbourg est dans la même émission et il crée Couleur Café, une chanson qui va devenir l'un de ses premiers succès. Couleur Café de Gainsbourg, oui. Et oui, il est juste dans l'émission. Donc, effectivement, Patricia est votre femme à l'époque. Je crois qu'elle est la filleule de Bernard Blier. Oui, exactement. D'ailleurs, Bernard Blier, j'ai fait des chansons avec lui. Ah bon? Parce qu'il écrivait des textes. Oui. Et bon, j'ai fait sa connaissance, évidemment, grâce à Patricia, parce que son père connaissait bien Bernard Blier. Le père de Patricia était directeur artistique chez Phonogramme, ou je ne sais plus exactement quelle maison de disques, et il connaissait pas mal de monde. Il s'occupait de vedettes telles que... je ne sais plus comment elle s'appelle, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, Bernard Blier, j'ai fait, je ne sais plus, 4 ou 5 chansons avec lui. Bon. Elles n'ont jamais rien donné. Elles n'ont jamais rien donné parce que, bon... Faire des chansons, c'est bien, mais les faire chanter, c'est mieux. Oui, exactement. Et c'est vrai que Bernard Blier était un comédien exceptionnel. Oui. Il disait « Je suis le plus grand cocu de France, que dans tous mes films, je suis cocu ». C'était une de ses particularités. Et effectivement, Yesh Patti, vous avez fait 3 disques avec elle. Ça a duré 2 ans. Il y a eu 3 45 tours, je crois. Il y a eu 3 ou 4 45 tours. Oui. Bon, qui n'ont pas donné grand-chose, évidemment. Ouais, évidemment, non, mais enfin bon. On avait des chansons qui n'étaient pas trop mal, mais c'était pas extraordinaire. Puis c'était l'air du temps du yéyé, c'était pas exact. C'était le début du yéyé. On a fait quand même, on a animé une radio. Oui. Une radio pendant l'été sur les campings à 7 dans le midi. Pendant 2 mois, on a animé cette radio. Au départ, on devait faire le couple français. Et ça devait être fait par RTL et par Jour de France. Oui. Et puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bon, finalement, c'est tombé à l'eau et on a fait cette émission-là. On a vendu quelques disques quand même, on a vu quelques personnes qui nous ont aimés. Mais au bout de 2 ans, la maison de disques a dit « Bon, maintenant, allez, ça va. » Voilà. Mais effectivement, Patricia a fait une seconde carrière avec cette chanson. Étienne, ça a été un immense succès, une victoire de la musique. Ça a été une seconde carrière. Alors tais-toi, tu vas voir. J'étais avec Serge Lama. Oui. On était en répétition au Palais des Congrès. Et il me dit, t'as vu, t'as
ton ex, là, le succès qu'elle a. Je dis, mon ex, le succès qu'elle a. Quel succès? Ben, elle me dit, Gage Paty. Je dis, c'est mon ex? Je n'avais pas reconnu. En plus, le style de chanson, elle n'était pas comme ça du tout quand on était ensemble. Exactement. Elle était très BCBG, très danseuse, petit rat de l'opéra, enfin tout ça. Et là, c'était vraiment le contraire. Donc j'étais très très surpris, effectivement. Et c'était Gush, c'était en fait une référence au sobriquet que lui donnait son grand-père qui était d'origine basque. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'appelait Gush. Ah, d'accord. Alors vous, la musique, ça a toujours bercé vos jeunes années depuis le début. Je crois que c'est votre mère qui vous a entraîné vers vos premiers cours de piano, Yves Gilbert. Alors ma mère m'a mis au piano, j'avais 8 ans. Elle m'a fait apprendre le piano à 8 ans. J'aimais pas ça du tout. Ah bon? Non, parce que les professeurs, la musique et les professeurs de piano, de chant, etc., c'est deux choses différentes. Il faut faire aimer la musique à celui auquel on apprend. Et or, on me demandait de faire du solfège, de faire des gammes, de faire des exercices. C'est pas jouer de la musique, c'est jouer. J'avais pas l'impression de jouer. Donc, à 8 ans, 8 ans, c'est de bonheur. Ensuite, on m'a mis dans une pension religieuse. Et grâce à ce piano, j'avais le droit d'avoir 1 heure tous les jours pour répéter mes exercices et faire mon piano. Dans une salle à part, ce qui me faisait très plaisir parce que, ouf. Là, vous aviez l'instinct du piano, vous n'avez pas besoin d'un professeur pour... Mais, attends, parce que quand je suis rentré chez moi vers 14-15 ans, prof de piano, une autre, et pareil, Beethoven, Chopin, les exercices, les gammes, elle mettait des notes, alors 8 sur 10, 7 sur 10, 5 sur 10, 4 sur 10. Et au bout de 2-3 ans, vers 16-17 ans à peu près, elle dit à ma mère, vous savez, on va arrêter le piano parce qu'il n'est pas doué du tout. Et ma mère lui dit, écoutez, je sais pas, mais quand vous n'êtes pas là, il joue des trucs très bien. Hein. Ah bon? Alors elle me dit, bah vas-y, joue-moi quelque chose. Alors je lui joue La Mer de Charles Trenet et Mes jeunes années, etc. Toutes les chansons de Charles à l'époque. Et elle n'en revenait pas. Elle me dit, bon d'accord, alors on va faire autre chose. Et elle m'a sorti un traité d'harmonie. Un traité d'harmonie qui faisait au moins 20 cm de haut, avec je ne sais pas combien de pages, 1000 ou 2000 pages. Et au début, le traité d'harmonie, on te dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit... Je dis, écoute, c'est pas ça la musique. Hein. La musique, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et j'ai regardé à la fin du traité, on m'a dit, maintenant que vous savez toutes les barrières, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et vous avez fait ce que vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, en revanche, il y a quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec ça. C'était votre père, Jacques Gilbert, qui était à l'époque directeur du casino de Deauville, ce qui n'était pas n'importe quoi. Ah bah oui, j'ai été élevé dans le casino, dans les jeux. Et mon père voulait que je prenne sa suite. Bien sûr. Il m'a mis dans les hôtels, il m'a fait apprendre l'hôtellerie, il m'a fait apprendre le restaurant, la cave, les hôtels, les chambres et tout ça. J'ai fait des stages au Carlton à Cannes, dans d'autres hôtels comme ça. Et comme je comptais très bien et très vite, j'étais à la comptabilité. Je comptais vite, comme mon père d'ailleurs qui comptait aussi très vite. Et donc il m'appelait à chaque fois qu'il avait besoin d'un supplément, Oui. qu'il n'y avait pas assez de monde pour compter, à Pentecôte, à Pâques, où il y avait des jours comme ça. Il me disait, ça t'ennuie pas? Il me payait, évidemment, mais bon, il n'y avait pas de vacances, quoi. Voilà. Mais ça ne vous intéressait pas vraiment. C'était l'époque où Deauville était dirigé par François André. Oui. François André, qui est un monsieur extraordinaire, il avait démarré en 1918, il va à La Baule, parce qu'il avait promis de rendre le médaillon d'un copain disparu à ses parents. Il voit un terrain qu'on vendait en lançant des pièces. Il achète ce terrain, il a fait La Baule, et ensuite il est devenu le patron de Deauville, où il a créé les casinos, et où il y avait des gens qui perdaient des fortunes. Je crois que des peintres notamment le payaient en tableaux de grande valeur. Oui, mais François André, c'était un joueur. Hein. Oui, et c'était un passionné, mais c'était... Mais il a gagné, quoi. Et l'époque de Deauville, c'était quelque chose d'extraordinaire. On ne l'imagine pas aujourd'hui, Gilbert. Oh, bah, je me souviens, Deauville l'été et Cannes l'hiver. Oui. Et puis mon père était administrateur à Cannes.
et directeur général à Deauville. Oui. Et effectivement, pour en revenir au métier de musicien, quand j'étais à Paris, il m'a dit, écoute, musique, ça va pas, il faut trouver un autre métier. Et on a trouvé architecte. Oui, et alors? Parce que l'architecture, c'est beau, c'est un art. Et ça, la musique, l'architecture, tout ça, ça peut... Bon, j'ai dit, si tu veux. Je me suis retrouvé aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, je suis resté 1 mois. Oui. Parce qu'il faisait des trucs horribles. Alors, j'ai dit, je peux pas rester dans ce truc-là, c'est pas possible. Il y avait des anciens des Beaux-Arts qui revenaient de l'Indochine, où ils étaient envoyés en militaire, et qui revenaient, qui faisaient des trucs, bon. Donc, des choses dont je ne parlerai pas parce que c'était vraiment horrible. Donc, on a trouvé l'école d'architecture, qui était boulevard Raspail, et pendant 5 ans, j'ai fait de l'architecture, Voilà. soi-disant. Et après, vous avez construit... Parce que j'ai fait beaucoup de musique. Voilà. Vous avez justement construit une œuvre et on va l'évoquer à travers une autre date importante dans votre vie, le 17 septembre 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Gilbert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Gilbert, compositeur. Nous évoquerons votre nouvel album Je vis encore. On a parlé de vos débuts dans la chanson malgré la vie familiale de votre père qui était contre. Et puis vous avez vraiment une passion pour la musique et il y a une date importante, c'est le 17 septembre 1967. Vous avez fait en 65 votre premier discorama et en 67, c'est le premier discorama de ce chanteur. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Les Ballons rouges de Serge Lama que Serge Lama. vous l'avez composé. Alors, Serge Lama, je crois que c'est né au départ par une idée de Régine qui vous a envoyé vers Serge Lama. Alors justement, Jacques Gilbert, le casino de Deauville, il a engagé des hôtesses d'accueil, dont Régine, qui n'était pas connue à l'époque. Qui débute, oui. Qui a eu, ensuite, elle s'est occupée du Brumel, la boîte de nuit du casino. Et puis plus tard, elle est devenue Régine, bon, très connue. Et bon, donc je connaissais très bien Régine. Et j'allais la voir à Paris quand je suis arrivé à Paris en 56. Et elle me dit, je vais chanter. Ah ben j'ai dit, écoute, je vais te faire des chansons. D'accord. Et puis au bout de quelques mois, elle me dit, dis donc, il y a un gars formidable dont s'occupe René Lebas. Il s'appelle Serge Lama. René Lebas, qui est une amie de Régine, qui a aussi une grande carrière, qui a été la première interprète de La Mer de Charles Trenet. On l'appelle La Mère de la Mer, oui. Ah oui, c'est une grande chanteuse à l'époque. Oui. Donc René Lebas s'occupe de Serge Lama. Serge Lama, elle me dit, je suis sûr que les musiques que tu fais, ça irait très bien. C'est un auteur et interprète, donc ça devrait coller. Bon. Alors, elle convoque Serge Lama à Deauville, au Brumel. Ça n'a pas collé du tout. Ah bon, pourquoi? Parce que moi, j'étais le fils du directeur, smoking, machin. Lui, il était arrivé débraillé, machin, etc. C'était 2 univers complètement différents. Bon, on s'est vu, bonjour, ouais, au revoir, voilà. Malheureusement, il a eu son accident quelques semaines plus tard. Et quelques mois plus tard, la même Régine me dit, il faut absolument que tu travailles avec Serge Lama. Il a eu un grand accident, il est au lit, il a la jambe dans le plâtre. Tu vas aller le voir, il habite à côté des Invalides, là-bas. Et puis, absolument, il faut que tu travailles avec lui, quoi. Alors, elle m'a appelé un taxi. Je suis arrivé là-bas. Il était chez Marcel, son ami et son maître, Oui. Marcel Gobineau. Et dans un 2 pièces, dans un lit, il était gros. Il avait les dents cassées. Il était... On aurait dit un Bouddha, un peu. Et quand je l'ai vu comme ça, j'ai eu peur. Et il s'est mis à rire, j'ai eu 2 fois plus peur. Parce que son rire est assez surprenant et assez fait beaucoup de bruit. Et là, ça a collé cette fois-ci, Yves Gilbert. Mais ça a collé ce coup-ci. Il m'a dit, écoute, tiens, je te donne un texte, t'as qu'à le mettre en musique et puis on verra. Je suis rentré chez moi, j'ai mis la musique tout de suite.
J'ai rappelé, je lui ai dit, ça y est, c'est fait. Ah ben, elle me dit, écoute, viens demain. Et je suis allé tous les jours, tous les ans, pendant 50 ans. Et voilà. Avec Et certains... on a fait plein de chansons. J'ai fait des tas de musique, les Ballons Rouges, d'aventure en aventure. Et il y a la première chanson que vous avez écrite ensemble et qui est enregistrée, c'est Sans toi. Sans toi, cette vie m'emprisonne. Sans toi, je ne suis plus personne. Il y a déjà la voix, mais c'était pas un succès à l'époque, cette chanson. C'est celle-là qu'il m'a donnée. Oui. Et c'était pas un succès à l'époque. Non. Ça n'a pas marché tout de suite. Non, c'est-à-dire que pour arriver à devenir vedette à l'époque, il fallait 9-10 ans. Parce qu'il fallait d'abord prouver qu'on était apte à devenir vedette et se faire connaître petit à petit du métier et puis du public, etc., etc. Donc c'était assez long. Mais il a eu la chance d'avoir des gens formidables à côté de lui, Eddie Marwani par exemple, qui s'est occupé de lui dès le départ. Il a reconnu tout de suite que c'était un gars formidable et qu'il allait devenir. Et je ne peux pas dire moi, mais non, parce que pendant qu'on faisait des chansons, moi, qu'est-ce que je faisais? Rien. Oui. Donc, mon père m'a trouvé un boulot chez Bruno Cocatrix. À l'Olympia. Bruno, qui cherchait quelqu'un pour le seconder. Oui. Alors, il m'a pris. Il m'a trouvé très sympa, on s'est bien entendu. Il m'a nommé directeur de son édition et de sa boîte de nuit. Oui. Il a fait une boîte de nuit il fallait monter 150 marches pour arriver rue Comartin, pour arriver jusqu'à la boîte de nuit. Il y avait une caissière, un barman et un pianiste. Et le directeur. Et alors, comme Serge commençait à remarcher, il venait tous les soirs, il montait les marches difficilement, et on répétait nos chansons. Le pianiste prenait un petit verre en attendant, et on répétait nos chansons devant les trois pour voir l'effet que ça donnait, quoi. Extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, je crois que vous avez fait des galas surréalistes. Je crois qu'il y a eu un gala dans une grange, absolument à la campagne, totalement fou, Yves Gilbert. Ah ben, le premier gala qu'on a fait, quand il a recommencé à chanter. Oui. Quand il a recommencé à chanter, on a eu un gala, c'était à Froidfond, en Vendée. Et il pleuvait. C'était un samedi soir. C'était un bal, enfin, un bal dans un petit bal du coin. On est arrivé là-dedans, il n'y avait pas de porte pour entrer. Il fallait faire un panneau du derrière pour arriver à rentrer derrière l'orchestre qui faisait danser les gens. Et à 11h30 ou midi moins le quart, voilà, maintenant, il y a Serge Lama qui va vous chanter. Ouh, ils n'avaient pas envie que les gars, ils étaient en train de danser avec leur partenaire. Ils essayaient de... Bon. Et tout, pof, ça cassait tout. Donc, Serge Lama, inconnu. Sauf qu'il y avait une chanson qui était un petit peu connue qui s'appelait Parmi les roses. Oui. Les roses de Saint-Germain. Heureusement, c'était un petit peu connu. Donc, grâce à ça, les femmes, les filles, les jeunes femmes, elles ont adhéré et elles se sont mis devant. Et les mecs derrière, ils commençaient à nous lancer des trucs, je sais pas quoi. Moi, j'étais au piano chant, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Je me dis, il va pas chanter ces 10 chansons quand même. Et si, il commence par « Je n'ai pas eu de ballon rouge », etc., et toutes les autres. Et malgré l'hostilité qui commençait à monter, il a chanté jusqu'au bout. Voilà. Et vous êtes parti comme ça avec l'argent très vite. Et quand on a eu fini, le gars nous a dit « J'ai jamais vu ça. Les autres, au bout de 3 chansons, ils s'en vont. » Ça a marché. Alors, et ben nous, on a fait les 10 chansons. Et le premier triomphe, les Ballons Rouges, ça a été le premier Olympia en première partie de Nana Mouskouri avec Jacques Martin. Et là aussi, ça a été un événement. Alors justement, Bruno Cocatrix, qui me prend à part au bout d'un an ou un an de travail avec lui et qui me dit « J'aimerais bien que tu sois mon second. C'est-à-dire que tu restes ici et moi, je voyage pour trouver des artistes étrangers partout. » J'ai dit « Écoutez, Bruno, c'est très gentil, mais j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui s'appelle Serge Lama, qui est un gars formidable, qui chante, qui écrit des choses merveilleuses.
et je vais partir avec lui. Désolé. Elle me dit, écoute, je suis désolé parce que j'aurais bien aimé que tu sois là, mais puisque c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Et il nous a fait passer avec Nana Mouskouri. C'est-à-dire que Nana Mouskouri... Serge chantait 3 chansons. Et Nana Mouskouri, d'ailleurs, était en triomphe. C'était son premier Olympia en triomphe. Et Serge a dit à son propos, quand je t'ai vu monter sur scène, tu avais l'air d'un mouton qu'on envoie à l'abattoir. Il a dit ça, mais il y a une amitié qui est née entre Nana Mouskouri et Serge Lama, indéfectible. Et c'est-à-dire qu'ils ne se sont plus quittés. Un mouton qu'on appelle à l'abattoir, oui, pourquoi? Oui, parce qu'elle avait tellement peur en scène. Elle avait peur en scène et il l'avait presque, alors qu'il était lui convalescent, il avait encouragé Nana Mouskouri à monter sur scène. Ah oui. Car l'énergie de Serge était incroyable, elle est toujours incroyable. Mais Serge, il avait tellement envie de chanter que depuis 2 ans qu'il chantait pas, puisqu'il était au lit et il pouvait pas rien faire. Et ben là, il s'est donné à fond et il chantait pas, il gueulait, ça sortait tout ce qu'il avait en lui depuis 2 ans et sont sortis parmi ces 3 chansons-là. Exactement, et dont les ballons rouges. Dont les ballons rouges, et qu'on venait de composer, que je venais de faire il n'y a pas longtemps, et nouvelle chanson, et puis il chantait La guerre à 20 ans, et une 3e, je ne sais plus quoi. Les premières chansons d'un long succès oui. qui a duré, mais qui s'est développé avec autre chose, qu'on va évoquer à travers une date que vous n'avez pas oubliée, le 18 septembre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Gilbert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Gilbert. Nous parlerons tout à l'heure de Je vis encore, votre nouvel album. On a évoqué vos débuts dans la musique un peu seul parce que personne ne voulait de vous. Votre rencontre avec Serge Lama. Et justement, le 18 septembre 1984 est arrivé un événement qui est lié, entre autres, à cette chanson. Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre. Première à Marigny de ce spectacle. Vous n'avez pas oublié ce soir-là, Yves Gilbert? Ah, on n'oubliera pas ça parce que c'est une longue histoire, le Napoléon. Ça nous a pris pendant 8 ou 10 ans, hein, quand même. Au départ, Serge Lama, qui a une petite ressemblance avec Napoléon, a l'idée de ce spectacle. Il a l'idée du spectacle, Serge Lama, au départ. Alors, justement, on était en tournée avec Serge, bien avant, hein, en 80, 81. Et je lui ai dit, dis donc, on fait des chansons, c'est très bien, mais si on faisait, je sais pas, je peux pas dire une œuvre, mais quelque chose de plus comédie musicale ou quelque chose comme ça. Bon, elle me dit, oui, pourquoi pas, oui. T'as une idée? Je dis, oui, j'ai une idée. Comme tu es bien aimé des femmes, j'ai pensé à qui? À Napoléon? À qui? Celui qui était l'idole des femmes. Rudolph Valentino, non? Casanova. Voilà. Casanova, voilà. Et il me dit, oui, pourquoi pas, bon. Et il se renseigne. Il prend tous les textes, il parlait de l'amour de ces gens-là, de Casanova, de l'autre aussi. Et quelques mois plus tard, il me dit, écoute, ton idée c'est pas mal, mais j'ai trouvé une autre idée. J'ai été visiter le Châtelet pour faire une comédie musicale, justement. Et en sortant du Châtelet, ça m'est venu comme ça d'un seul coup. J'ai dit Napoléon. Oh! Alors moi, j'ai dit Napoléon, ça n'a rien à voir avec Casanova et tout ça. Bah, Napoléon, alors je rentre chez moi, catastrophé. Napoléon, les batailles, les machins, le truc. Et puis, on me dit, ça dépend de ce qu'il va écrire. Pourquoi? Attends de savoir comment il va écrire les choses avant de t'imaginer que... Bon, d'accord. Et quelques mois plus tard, il me donne un petit cahier rouge avec tous les textes qui devaient être chantés dans le Napoléon. Et je regarde, il me dit, je vais te lire tout ça. Alors, il me lit tout ça un soir. Formidable. Bon, ça change tout. C'était pas Napoléon, c'était l'homme. Oui. L'homme, avec ses problèmes, ses amours, ses craintes,
tout ce qu'il pensait. Alors, il avait pris des phrases de Napoléon, il avait pris des phrases et des idées et il avait écrit des chansons au fur et à mesure, à chaque fois sur ces problèmes-là. Et il m'a donné ça. Je suis rentré chez moi, j'avais une maison à la campagne à l'époque, à 80 km de Paris, et j'ai mis ça sur mon piano, puis voilà. De temps en temps, je regardais le texte, et puis j'allais couper du bois, et puis me promener dans la forêt, faire des choses comme ça, quoi, tranquille. Et puis un jour, on me dit, mais dis donc, c'est pas mardi prochain que tu dois aller chercher Serge à Paris pour lui montrer ce que tu as fait? J'ai dit oui. Il me dit, mais on est vendredi. Et ben, je dis oui, alors... Et alors, de vendredi, samedi, dimanche et lundi, j'ai fait une trentaine de chansons. C'est venu comme ça, Une spontanément. trentaine de musiques sur ces textes. C'est venu comme ça. Comme si c'était écrit petit à petit, sans le savoir. J'ai enregistré sur mon magnéto, à chaque fois, si j'avais un enfant d'elle, voilà, lettre à Joséphine, le machin, etc. Tout y passait, nous sommes. Et j'ai fait les trucs comme ça qui passaient les uns les autres, ça m'est venu comme ça, sans vraiment réfléchir. Comme si, je te dis, pendant que j'allais couper du bois, le texte que j'avais lu s'imprégnait dans la tête et les musiques se faisaient. Et résultat, vous allez voir Serge Lama plutôt, et tout de suite, il adhère complètement au projet. Et alors, Serge Lama me dit, on va faire un piano-chant devant Eddie Marouani, André Chapelle. Il y avait Francis Perrin aussi qui est venu. Pourquoi il est venu? Parce que Francis Perrin, j'avais fait des musiques de films pour lui. Plusieurs films, Tête à claque, Le Joli Cœur, des films qui ont très bien marché, qui ont fait plusieurs millions d'entrées. Donc, ça marchait très bien avec Francis. Donc, je lui ai dit, écoute, viens, on va chanter le Napoléon. Il me dit, avec plaisir. Et on leur a chanté le Napoléon, piano-chant, là, chez moi, à la campagne. Ils ont trouvé ça formidable. Alors, voilà, on a appelé un arrangeur, Roger Loubet, qui nous a fait des arrangements extraordinaires. Grâce à lui, on a eu des chansons habillées d'une manière splendide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, pendant les répétitions, personne ne croyait en ce Napoléon. On disait à Serge Lama, tu es complètement fou. Personne n'en voulait du Napoléon. Il disait, ça va pas, tu vas te rétamer avec cette histoire-là. Et effectivement, ça marchait pas. Et pendant les répétitions, on a commencé en septembre, donc les répétitions ont commencé le 1er août. Et les esprits ont changé. Les gens ont commencé par dire il faut qu'on aille le voir, c'est peut-être pas mal, et puis on ne sait jamais. Les fans de Serge étaient divisés. Il y en avait qui disaient pourquoi pas, on va voir. Et d'autres qui disaient surtout pas Napoléon, Serge Lama, non mais ça va pas. Surtout qu'il avait fait une télévision chez Drucker où il était grimé en Napoléon. Et je crois que ça a posé des problèmes. Et finalement... N'empêche que la première a été formidable et la plupart des gens sont sortis du Napoléon en disant « On est heureusement surpris ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. Et dans ce Napoléon, il y avait aussi d'autres chansons, dont ce duo avec Christine Delaroche, Marie la Polonaise. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu. Christine Delaroche, qui avait été connue par Belphégor, qui avait tourné dans Chapeau blanc et bottes de cuir, qui avait fait Mayflower, car c'est la première fois aussi que Serge jouait le comédien avec des interprètes à côté de lui. C'était aussi un événement. Et il jouait le comédien, et pas seulement le comédien, parce que il y avait quelque chose entre les deux. Oui. De temps en temps, ça marchait bien, et de temps en temps, ça marchait pas. Et ça se voyait le soir, quand il y avait un duo, La répudiation de Joséphine. Oui. Alors, où il l'a répudiée gentiment, alors là, c'est que la journée avait été très bien, ou alors elle en prenait plein. Et alors, c'est que la journée était moins bien, et c'était assez drôle. Oui, il rajoutait du texte. Ce qui est C'était sur une tournette, alors
ils tournaient tous les deux comme ça, et il y avait des danseurs Oui. au milieu. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais la mise en scène était bien faite quand même par René... comment il s'appelait ? Il y avait Jacques Rony qui avait Jacques fait... Rony, Voilà. Jacques Rony. Alors, mais il se trouve que ce spectacle a triomphé. En plus, 537 représentations à Paris, ce que personne n'imaginait. On a fait 2 ans. 2 ans à Paris, on a fait le Québec et on a fait toute tournée en France avec plein partout complet. On a terminé par Fontainebleau. On a fait les adieux à Fontainebleau. Et ensuite, on a fait quoi un mois au Québec, à Montréal et à Québec et à je ne sais plus où encore. Et moi, j'étais au Québec pendant 3 mois pour préparer. On a appris des artistes québécois. Donc, ça s'est bien passé. Les gens là-bas, ils chantent merveilleusement bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Et à chaque fois, c'était des retrouvailles. Et ça a Ouais. tellement marché que, voici quelques années, il y a même eu un concert symphonique avec vos musiques de Napoléon, Yves Gilbert, Oui, à parce Orange. qu'il y a un jour, il y a un jeune qui me contacte. Il me dit, voilà, je suis un fan de Napoléon. J'aimerais remonter le spectacle. Le spectacle, ou alors faire chanter les principaux airs. Je lui dis, voilà, on va faire ça. On va faire avec un grand orchestre. On va choisir 2 ou 3 personnes qui chantent très bien, plus une femme pour faire le rôle de Joséphine. Et puis, on va faire une sorte de comment ça s'appelle De concert symphonique. Voilà, c'est ça, un concert symphonique. Ça va être très, très symphonique. Parce que les musiques, excusez-moi, merci moi-même, les musiques s'y prêtent. Et les orchestrations qui ont été écrites par Roger Loubet s'y prêtent aussi également. Donc, on a fait un concert là-bas dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence, à Orange. Et ça a été formidable. Ça a été une soirée magnifique. Vous imaginiez que Napoléon Magnifique. pouvait avoir un tel destin, que ce spectacle pouvait avoir un tel destin, Yves Gilbert ? Bah, j'espérais surtout que ça se refasse partout dans le monde, parce que Napoléon est très très connu. Bien sûr. Mais enfin bon, ça se fait pas comme ça, les spectacles, c'est compliqué. Alors, il se trouve aussi que si ce spectacle était né, c'était après une série de tournées, notamment au Palais des Congrès. Quand Serge Lama est venu pour la première fois au Palais des Congrès en 75, on a dit c'est fou, ça marchera jamais, c'est pas une salle pour lui. Et il a battu tous les records de recettes et de popularité. Exactement, parce que on cherchait une autre salle un peu plus grande et il a pensé au Palais des Congrès. On lui a dit mais non, c'est un Palais des Congrès. C'est pas fait pour chanter, il n'y a pas la sonorisation, les sièges sont pas pareils, c'est des trucs, ils viennent là, ils parlent de leurs problèmes entre eux, mais il dit oui, mais on va la mettre en sorte qu'elle devienne une salle de spectacle, Oui, pourquoi pas. Le Palais des Congrès a ouvert 1 an plus tôt, c'était l'ancien ministère de l'Intérieur qu'ils avaient transformé en salle de spectacle et personne ne voulait venir chanter à l'époque. Voilà, et depuis ce temps-là, le Palais des Congrès, c'est devenu... Enfin, maintenant, c'est un peu changé, mais à l'époque, c'est devenu la salle où il fallait remplir 4000 personnes quand même. Et tous les soirs, avec un monde fou, et je crois que vous avez battu tous les records. Et on a fait 3 mois. 3 mois au Palais des Congrès complet. 4000 personnes tous les soirs, il fallait le faire. Et justement, c'était un rythme fabuleux aussi pour vous, pour l'orchestre. Oui. Comment ça se passait ? C'était un... Bon, ça se passe très bien. Une fois que les choses sont en place, tu sais, il y avait Jean-Claude Petit qui était au grand orchestre et moi qui avais ma petite formation. Et on s'entendait bien tous les deux. Ça a été formidable. Donc, une fois que c'est en place, ça marche tout seul. Voilà. Et ça a marché tout seul. Et puis, aujourd'hui, ça continue avec un nouvel album qu'on va évoquer dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 25 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Gilbert.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Gilbert. On a parlé de vos débuts, de votre rencontre avec Serge Lama, de ce Napoléon qui a été un triomphe et qui est encore dans les mémoires. Et puis le 25 février 2025, c'est votre retour dans la chanson, parce que vous aviez chanté à vos débuts, avec un nouvel album qui s'appelle Je vis encore, un album avec des chansons inédites. Et la première d'entre elles, c'est Alors je vis encore. Alors, je vis encore, je vis encore, je vis encore. Partir et tout quitter, puisque mourir est la seule façon d'oublier. Maudire tous ceux qui sont restés. Le pire c'est que tu disais m'aimer. Tu disais m'aimer. Pourquoi aujourd'hui avoir fait un nouvel album, ce retour dans la chanson, Yves Gilbert? C'est mon premier album chanté. C'est fou, hein? Tu te rends compte? Oui. Il faut pas, tu vois, faut pas se dire, on a le temps, un jour ou l'autre, ça va arriver. Un jour ou l'autre, je pourrai le faire. Et grâce à Sonia Bellolo, j'ai pu le faire. Ce premier album chanté, elle m'en a fait faire déjà un premier album joué au piano, Oui. où j'avais repris quelques chansons de Serge et moi, d'ailleurs, Oui. d'Aventure, Les Ballons Rouges, Je t'aime à la folie. Et cet album, je crois qu'il s'intitulait, il y avait un morceau qui s'intitulait Mélodie pour toujours. Et il y avait, voilà. On connaît bien sûr les chansons de Serge Lama. Alors pourquoi aujourd'hui cet album? C'était un rêve de toujours de faire un album ou c'est venu comme ça, Yves Gilbert? De faire aujourd'hui un album? J'avais envie de chanter déjà depuis longtemps. Enfin bon, Serge, j'ai chanté très bien. J'ai suivi Serge pendant des années. Et un jour, j'ai dit, j'ai envie de chanter les chansons que j'ai faites avec tel et tel et tel auteurs. Et grâce à Sonia m'a dit, écoute, on va faire le disque, je te le produis, elle m'a fait la pochette, elle m'a fait les orchestrations, elle m'a tout fait, quoi. Et grâce à elle, j'ai fait faire ce disque avec les chansons que j'aimais bien de ces auteurs-là. Voilà, Il y a des jeunes auteurs qui ne sont pas connus. Donc, c'est bien aussi de faire connaître des gens. Quand les gens ont du talent, il faut le dire à tout le monde. Ouais, des auteurs que vous avez trouvés et sur lesquels vous avez composé des mélodies à votre façon. C'est-à-dire que vous êtes un mélodiste qui a l'instinct de la mélodie. Vous la trouvez comme ça? La mélodie? Oui. Oui, je suis un mélodiste, oui. Parce que quand je lis un texte, il y a une mélodie qui me vient. Ou alors, si elle ne me vient pas, c'est que le texte me plaît pas. Ah, ça vient tout de suite. Je te dis, la première chanson avec Serge, Sans toi, c'est venu tout de suite. Ça vient tout de suite. Et quand je lis un texte, je lis les paroles. Les paroles ont une musique en elles-mêmes. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Ça passe. Pour moi, c'est logique. C'est un véritable don parce qu'en général, les musiciens ont des partitions devant eux avec des textes qu'ils écrivent. Ah oui. C'est pas du tout votre cas. Ah non, moi, les partitions, je déteste. Ah bon? C'est comme le piano, là, quand on me faisait lire une partition, je sais pas. Moi, j'en fais tout d'oreille. Tout d'oreille. Et ça a toujours été le cas. Et en oui. plus, il faut se souvenir des mélodies derrière. Elles restent. Mais parce que c'est des mélodies faciles, logiques. C'est le bon sens. Quand je veux pas me jeter des fleurs, mais quand j'entends des gens qui me chantent quelque chose qui n'est pas le bon sens musical, c'est-à-dire quand tu fais da 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 da, t'as envie de faire da 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 da. Si tu fais pas ça, c'est que c'est pas ça. Oui, mais ça, c'est un instinct pour moi, aussi. ouais. C'est un instinct que peu de gens ont. Aujourd'hui, c'est Piaf qui disait une chanson est connue quand le petit télégraphiste ou le facteur la siffle dans la rue. C'est vrai qu'une chanson, c'est une mélodie avant tout. Exactement. Quand les gens chantent la mélodie, c'est que vraiment, tu as tapé où il fallait. Et il y en a une autre qui est comme ça, c'est Sonia Bellolo, Oui. qui est compositeur aussi et qui fait des mélodies de la même manière, des trucs formidables qui restent.
Par exemple, elle avait fait il y a quelque temps, elle avait fait un instrumental qui s'appelle Live Dance, qui faisait tan 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 tan. Génial. Oui, mais Elle a fait le tour du monde avec ça. mais vous n'avez pas le sentiment, Yves Gilbert, que finalement vous êtes le village gaulois qui résiste à l'envahisseur face au son d'aujourd'hui? Parce qu'on ne parle plus de mélodie, on parle de son. Maintenant, on parle beaucoup de son et de rythme. À l'époque, enfin à mon époque en tout cas, on faisait des mélodies. Les rythmes, c'était pas très important. La batterie, tout ça, c'était pas le plus important. À partir des années 80, est arrivé le bom, 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 le rythme comme ça. Et à partir de là, tout est basé sur le rythme et le son. Il faut avoir un bon son. Alors, si tu as le rythme, si tu as le son, et si tu mets une mélodie avec des paroles qui veulent dire quelque chose et que c'est bien chanté, eh ben, ça s'appelle un succès. Un tube. Voilà, exactement. Et ben, dans cet album, il y a, à mon avis, des tubes et il y a notamment cette chanson, La photo de classe. Un verre qui se casse, les mêmes images qui passent. À qui le tour, à qui la place? Les nuits chez la voisine d'en face, les mêmes coups, les mêmes traces. La peur de se voir dans la glace, une couleur que rien n'efface. Les paroles, vous avez travaillé sur les paroles qui ne sont pas de vous, qui sont des jeunes auteurs, mais la musique, elle aussi, est venue immédiatement comme ça. Ah, La photo de classe, ça m'est venu tout de suite. Il m'a envoyé ce texte. C'est un des derniers textes qu'il m'a envoyé. J'ai mis ça sur le piano et c'est venu tout de suite, comme ça. Exactement comme c'est chanté. Alors, les paroles des chansons, comme le français, oui. Et pour te dire un truc, c'est que on parlait de la mélodie, du mélodiste. Oui. C'était tellement mélodiste qu'un jour, je reçois un coup de téléphone. Allô? Allô, bonjour, c'est Charles Aznavour à l'époque. Charles Aznavour? Ah bon, bonjour, monsieur, bonjour Charles, comment, je sais plus quoi dire. Et il me dit, voilà, j'ai pensé à vous parce que j'aime beaucoup ce que vous faites pour Serge Lama. J'ai un texte, là, je m'en sors pas, j'arrive pas à trouver la musique. Est-ce que vous pourriez essayer de me trouver quelque chose? Je dis, oui, bien sûr. Je vais pas dire non. Et il me donne son texte. Ah! Ça s'appelait Un mort-vivant, délit d'opinion. Exactement. Pour avoir informé preuve à l'appui, pourtant, je ne suis plus un nom, pas même un matricule, abandonné de tous. Je suis un mort-vivant. Charles Aznavour m'a un jour dit « Je termine des paroles d'une chanson quand je n'ai plus un mot à ajouter ». Les musiques, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Exactement. Il était très pointilleux. C'est-à-dire que je lui ai montré la musique que j'avais faite dès le départ et il me dit « Ah, mais bien sûr !» Parce qu'il me donne un texte qui était horrible, qui était très, très dramatique, mort-vivant, dans la cellule, tout ça. Et puis il y avait une tartine, il y en avait 2 pages pleines. En alexandrin, tu vois. Pour faire une musique là-dessus, c'est pas facile. J'ai compris pourquoi il avait du mal. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une musique légère, sur un texte dur. Et il m'a dit, ben oui, bien sûr, c'est ça, j'y ai pas pensé. Je dis, ben oui, ben voilà. Et je lui ai fait une petite intro. Il me dit, l'intro, elle est bien, il va falloir la garder à l'orchestration. Je dis, oui, mais généralement... Il me dit, non, 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 vous en faites pas. Moi, quand je veux un truc, je l'ai. Et il l'a eu. Il l'a eu. Alors, vous aussi, quand vous voulez un truc, vous l'avez eu. Et justement, Sonia Bellolo est en duo avec vous dans une chanson, Sans lui, sans moi. C'est difficile, c'est très difficile de vous dire comment je suis sans lui, sans lui. Inexplicable, mais je suis capable. C'est un duo que vous avez voulu parce que c'est une façon de travailler complètement ensemble, un duo. Je trouve que Sonia Bellolo a une voix exceptionnelle, hors du temps, et complètement différente de tout ce qu'on entend. Elle a le sens artistique, elle a plein de qualités, cette dame.
parce que elle est gentille en plus, et elle connaît beaucoup de choses, et elle a un instinct, je dirais pas infaillible, mais presque. Il se trouve aussi que vous avez travaillé en circuit fermé. Et alors, on travaille ensemble. Oui. Voilà, on fait des choses. Elle est compositeur, je suis compositeur. Elle fait des belles musiques. J'espère en faire autant. Et on commence un truc, elle commence une musique, je la continue, ou vice-versa. Ou alors on trouve une idée. Elle trouve des idées d'orchestration. Elle va sortir un disque là, très bientôt, un album formidable. Et alors, elle a fait des orchestrations là-dessus extraordinaires. Mais alors justement, vous avez travaillé en circuit fermé, Yves Gilbert, alors que dans le temps, à vos débuts, il y avait des maisons de disques avec lesquelles on peut travailler. Aujourd'hui, on arrive dans une maison de disques, on vous demande le nombre de followers et combien sur Internet. Et c'est un produit et plus un disque. Vous, c'est pas votre truc. Oui, mais nous, on fait de la qualité. Enfin, je veux pas dire que les autres n'en font pas, mais on essaie de faire des belles chansons françaises, hein, ce qui a tendance un peu à disparaître, malheureusement. Et ces belles chansons françaises, les gens les aiment beaucoup. Les gens aiment la chanson française. Ils aiment la chanson française. Le seul problème, et ce n'est pas un problème avec Sonia, c'est de faire connaître ce qu'on a fait. Et quand on fait connaître ces chansons aux autres, ils trouvent ça formidable. Voilà. Donc voilà. Et ben dans cet album, il y a une autre chanson qu'on découvre aussi et qu'on va connaître, c'est Chanson pour tous. Juste quelques notes sur un piano, quelques accords et quelques mots. La chanteuse ajoute un prénom et c'est ma vie dans sa chanson. Un homme assis dans un bistrot qui boit. C'est vrai que Chanson pour tous, ça vous correspond parce que vous avez fait tout au long de votre vie, Yves Gilbert, des chansons pour tous. Oui, on essaie de faire des chansons pour tous. Quand on fait une chanson, c'est pas pour soi. Si, parce que ça fait plaisir. Quand on la chante, on la fait, on est content. Mais c'est aussi pour tout le monde. Et est-ce que je peux chanter votre chanson? Mais oui, au contraire. Venez tous chanter les chansons. C'est fait pour ça. Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que la chanson française que vous aimez est en danger parce que justement, on oublie cette qualité de la musique? Oui et non, parce que quand même, il y a des trucs qui sont bien dans les nouveaux. Hein. On ne connaît pas tout, mais il y a vraiment des... Sonia, justement, elle écoute un peu tout ce qui se passe et tout ce qui sort, et elle a une radio, elle aussi, et elle passe des nouvelles, et des gens qui sont formidables et qui font des choses très belles, et dans le style de la chanson française, avec des choses nouvelles. Voilà. Mais vous-même, cet album, c'est une aventure. C'est presque le début d'autre chose. C'est presque le début d'une nouvelle carrière, Yves Gilbert. Une nouvelle carrière, oui. Oui. Vous allez continuer à chanter? Ah ben oui, on prépare un deuxième album, là, avec quelques chansons de Serge Lama, d'ailleurs. Ah bon? Il m'a écrit, je dis, je vais envoyer mon disque à Serge. Et Serge, il me dit, je l'ai acheté. Il m'a acheté mon disque. C'est extraordinaire. Alors, tu te rends compte, il l'a écouté et il m'a dit, il est formidable ton disque. Il a fait un petit mot sur Internet. Dans les trucs sur Internet, un peu partout. Il a mis un truc formidable. Bravo, etc. Enfin bon, très gentil Serge. Et il m'a écrit des textes pour le prochain album. Ben voilà. Le prochain album, écoutez, vous avez tellement de choses à raconter que vous reviendrez en parler dans Les Clés d'une vie. Avec grand plaisir. Et cet album, ça s'appelle Je vis encore. Il est disponible sur Internet sans problème. On peut le trouver à la FNAC et sur Amazon, enfin un peu partout. Et puis bon courage et bonne chance pour cette nouvelle carrière, Yves Gilbert, celle de compositeur-interprète. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exactement, et vous faites bien. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.